Choisir un camp. Chapitre 2. Dans la tourmente du front russe. Suite. 1942. Deuil. Ce n'est qu'à 200 km au sud-ouest de Kalinin, près de Soupsov, que le front allemand s'arrête à nouveau dans les premiers jours de janvier 1942. Mais les Russes ont réussi de profondes percées et la situation devient de plus en plus difficile. La veille du jour de l'an 1942, depuis l'aube, nous marchons vers le nord-est, contre un vent fort d'est, jusqu'à une bonne partie de la nuit d'hiver qui commence vers 16 heures, soi-disant pour ouvrir un HPV le lendemain à Mitina. Mais les Russes continuent à avancer. Pour la Saint-Sylvestre, du vin rouge est distribué pour les hommes, une bouteille pour 3. Le vin est sans doute intact, mais les bouteilles en verre sont gelées. En fait, le vin est certainement figé en glace rougeâtre depuis 2 mois. Il aurait donc très bien pu être distribué à la pièce, même sans bouteille. Dès notre entrée dans le village, nous utilisons la hache et la scie, toujours à portée de main, sur le dessus de notre roulotte, pour prendre 2 grosses poutres de bois depuis le mur d'une grange de la ferme où nous nous sommes installés. Maintenant, le feu crépite tranquillement dans la cavité en forme d'arc du fourneau en argile. À l'aide de longues pinces en fer et de crochets, un pot en fer couvert avec des pommes de terre et de la neige dégelée est glissé dans les braises et recouvert de bûches enflammées. Un autre pot suit avec de l'eau pour le vin chaud. Après la torture et le froid de la marche du jour, nous nous asseyons et nous nous réchauffons. Lentement, avec la chaleur croissante de la pièce, nous retirons les nombreuses enveloppes que nous avons sur le corps. Ici, dans l'hiver russe, nous mettons toujours 2 ou 3 couches de sous-vêtements, puis la combinaison de drill recouverte par un pull et l'uniforme de drap et par-dessus le manteau. Et pourtant, dehors, le vent glacial traverse toutes ces couches. Ce n'est qu'en bougeant fortement, en marchant, que c'est supportable. Mais malheureusement, les nombreuses épaisseurs sont un labyrinthe idéal pour les poux. D'habitude, nous allons à la chasse pendant les pauses de la marche, surtout le soir, et nous comparons nos chiffres d'abattage. La moyenne est de 60 à 80 unités par homme. Nous ne disons pas que nous avons des poux, mais que les poux nous ont. Bientôt, nous sommes tous assis autour du four, uniquement vêtus d'une chemise et d'un pantalon, et nous attendons que les pommes de terre soient cuites. Des bruits ont couru ces derniers jours que le Führer lui-même a pris en charge la direction et la reconstitution du front et qu'il est en Russie. Nous ne les croyons pas. Il dirige tout depuis l'arrière, bien à l'abri des bombes, quelque part en Prusse orientale. Et lorsque l'offensive dans le secteur central a échoué début décembre, malgré l'avertissement de Brauchitsch, c'est bien sûr la faute de ce dernier, si les pertes en blessés et en gelures dépassaient de loin le maximum habituel et si le front s'effondrait. Nous savons bien. La Wehrmacht n'était pas équipée pour une guerre d'hiver russe. Il lui manquait surtout des vêtements d'hiver. Il n'y avait pas non plus de HKL, là où les cartes d'état-major indiquaient une nouvelle ligne de combat principale. En outre, les soldats grelottants se trouvaient en plein champ, sur un sol gelé sur plusieurs mètres, où des fortifications n'avaient pas pu être creusées et avec leurs mitrailleuses inutilisables, en raison des températures très basses qui faisaient geler l'huile. Toutefois, nous nous dirigeons à nouveau vers l'est. L'avance des Russes semble avoir été freinée. Cette année d'avancée gigantesque et fulgurante en Russie n'est peut-être pas si désespérée. En attendant, les pommes de terre cuisent et le vin rouge dégèle. On s'allume une cigarette. Nous nous repassons le film des 6 mois de la campagne de Russie autour du feu qui nous réchauffe. Le 22 juin 1941, jour du début de la guerre en Russie, les premières lourdes pertes de notre division, la bataille de Minsk, la chaleur estivale avec les marches, la soif insupportable, les puits de village infestés de cadavres d'animaux, la poussière dans la plaine russe infinie, les mises en place de notre HPV en 2 heures, tandis que les sancras chargés à bloc arrivaient du front et étaient déchargés, la sarabande des pansements, attelles, plâtres, bandages, amputations, opérations diverses, anesthésie, injection de sérum, les 24 à 48 heures sans repos, jusqu'à la limite des forces physiques, les périodes de sommeil de quelques heures, semblables à la mort.
la bataille de Briansk avec la boue en automne, puis l'avancée vers Moscou et le début de la catastrophe face à des Russes bien mieux équipés que les nôtres pour affronter les rigueurs de l'hiver. Le vin rouge nous réchauffe vraiment de l'intérieur, et les quelques degrés d'alcool font le reste. Lorsque nous nous sommes arrêtés le midi, la soupe de haricots avait gelé sur le bord de l'ustensile de cuisine. Pendant que nous mangions, les dernières cuillères vers le milieu s'étaient figées en une croûte de glace, gelée. Ce n'est qu'en marchant que nous pouvions encore sentir nos pieds. Mais tout cela est derrière nous pour l'instant. Nous avons un toit sur la tête, un poêle chaud, de la nourriture et une botte de paille sur le sol en terre battue. C'est beaucoup de confort pour l'époque. Nous nous sommes habitués ces derniers temps à nous coucher dans des granges pleines de courants d'air, en nous réveillant peu de temps après à cause du froid, à moitié enneigé. Nous pensons aussi à la marche de demain et espérons pouvoir dormir encore quelques heures tranquilles malgré les punaises. En ce début janvier, il fait un froid inhumain, avec des températures de -35 à -40. Les troupes sibériennes fraîches, habituées à l'hiver, qui ont percé le front allemand entre Kalinin et Klin et réalisé de profondes percées, sont remarquablement bien équipées. Elles ont des fourrures épaisses, de bon lainage, des chemises blanches de camouflage pour la neige et avancent rapidement sur leurs skis. S'ils doivent passer la nuit dehors, ils sont équipés de coussins chauffants chimiques qui, une fois humidifiés, diffusent une chaleur de 30 à 40 degrés sur le corps pendant des heures. Tout cela manque aux soldats allemands. Pour nos camions de transport militaire, il faut maintenir ouvertes les voies de communication. Aussi, des hommes et des femmes russes sont recrutés dans le village pour creuser des tranchées et des chemins creux dans les hautes congères. C'est un travail très dur, qu'il faut accomplir chaque jour pendant des heures, avec un long trajet d'approche. Ils sont alimentés avec une louche de soupe chaude pour le déjeuner, ce qui me paraît insuffisant pour un tel travail. Notre équipe chirurgicale de 6 hommes est logée dans une maison en rondins faite de gros troncs de pin empilés les uns sur les autres, avec des chevilles en bois. Une petite fenêtre double donne à la pièce d'une vingtaine de mètres carrés une lumière crépusculaire, car les vitres sont sales à moitié opaques, et les fentes latérales sont collées avec des bandes de papier afin de retenir la précieuse chaleur. Cela signifie aussi qu'on ne peut pas ouvrir la fenêtre pour aérer. De toute façon, il fait bien trop froid. Dans un coin de la pièce se trouve un grand poêle carré en argile, sur la large surface duquel, juste sous le plafond en bois, le propriétaire des lieux et sa nombreuse famille avaient leurs couches de peau et de couverture. Au milieu de la pièce se trouve un four plus petit pour la cuisine et la pâtisserie, lui aussi en argile. L'unique porte donnant sur les tables et la grange est capitonnée de sacs remplis de paille qui gèlent en une épaisse couche de glace de condensation. Dans presque toutes les chambres de ferme russes où nous avons pris nos quartiers, nous avons trouvé un coin de l'iconostase sur une étagère en bois, au-dessus de la banquette, et ce, malgré la propagande athée des soviétiques depuis 1917. Sur les consoles, on trouve tantôt de bonnes vieilles peintures d'icônes, tantôt de vulgaires impressions grecques orthodoxes en couleurs, décorées tout autour de dentelles blanches et rouges en toile de lin brodée. Le tout est couvert de crasse et constitue un eldorado pour les araignées, les mouches et les cafards, qui s'empressent de prendre la fuite dès qu'on enlève l'icône ou qu'on la touche. Mais la famille paysanne se plaint bruyamment lorsque nous nettoyons ce coin des icônes. Les habitants russes ont résolu la question de nos couchages en installant un camp familial en haut de la plateforme du four. Nous avons donc construit nos dépôts avec 4 barres de bois brut calées verticalement entre le plafond bas et le sol en terre battue, sur lesquelles nous avons placé des planches transversales à l'horizontale à hauteur de siège et pour le lit supérieur à hauteur de tête. Nous avons ensuite posé sur ces planches transversales de longues planches en vrac, comme matelas, puis quelques brassées de paille et la couverture par-dessus. Nous passons beaucoup de temps sur ces couchettes, car à cette époque de l'année, la nuit commence déjà à 3 heures de l'après-midi, heure allemande. Pour nous éclairer, nous ne disposons que de pauvres lumignons, appelés Hindenburglichte, une masse puante et blafarde de substitut de stéarine dans un couvercle en carton sur laquelle flotte une petite mèche.
Les fissures et les espaces entre les grosses poutres de la maison en rondins sont remplis de mousse, ce qui constitue une cachette idéale pour toutes sortes de vermines, punaises, puces, cafards et poux. Par nécessité, nous sommes devenus des spécialistes en entomologie. Mais la principale nuisance vient des punaises, et quand on entre dans une chaumière russe, notre première question porte sur les insectes. Nous demandons toujours « Babouchka, y a-t-il des punaises chez vous ?» La réponse est toujours qu'il n'y en a pas. Du point de vue des Russes, c'est même parfois vrai. Pour eux, les punaises n'existent quasiment pas. Ils sont immunisés contre les morsures depuis leur jeunesse. Ils ne ressentent guère non plus les poux de tête, car c'est une vieille habitude qu'ils affectionnent. C'est pourquoi les Russes sont également préservés de la contamination par le typhus, transmis par les poux. Déjà dans leur jeunesse, ils ont été immunisés contre cette maladie par une simili-vaccination précoce. Le soir, lorsque nous, Allemands, sommes assis autour de la table, à moitié nus, à la chasse aux poux dans les nombreuses enveloppes de nos vêtements, nous posons un couvercle de boîte de cirage sur un petit support en fil de fer au-dessus de la flamme de la lampe Hindenburg. Nous jetons chaque poux trouvé dans le couvercle chaud, où il explose aussitôt en l'air avec un petit craquet. Quant aux punaises, elles se réjouissent d'avoir du sang frais d'Europe de l'Ouest en abondance avec les troupes allemandes. Il leur suffit de saisir ou de mordre. Ces bestioles n'aiment pas la lumière. Ce sont des travailleurs de l'ombre, des travailleurs au noir. Dès que la dernière bougie du Hindenburg est éteinte, il faut bien faire des économies, elles sortent de leurs fissures, par sections, bataillons, régiments, de la punaise de 3 mm, brun noirâtre et puante, la plus courante, jusqu'à la punaise microscopique. Certains d'entre nous, en bas, ont eu l'idée de mettre leur montant de lit dans des boîtes de conserve remplies d'eau. Mais cela ne les dérange pas. Ces bestioles rampent vers le plafond jusqu'à ce qu'elles soient juste au-dessus des hommes endormis, sur lesquels elles atterrissent en sautant de manière ciblée. Avec notre peau blanche et fine, nous sommes des mets de choix, et même si nous portons des gants et des pulls, elles trouvent toujours des petites bandes de peau nue entre le gant et la manche, autour du poignet et du cou, qu'elles commencent à mordre et à sucer, laissant une ceinture de points rouges le lendemain matin. C'est un tourment contre lequel nous n'avons pas de solution. Mordre et sucer les Allemands est un véritable festin pour les milliers de membres de la famille des punaises, mais aussi pour les puces, qui aiment sauter, et les poux de tête qui s'affairent. Seuls les cafards, les cancrelats, cherchent des restes de pain. Désinfecter l'endroit est sans espoir. Il n'y a qu'une seule exception réjouissante dans le village. Notre salle de traitement à l'école. Bien sûr, il y a aussi des punaises. Mais nous nous attaquons à elles dans les fissures des poutres et dans les coussins de mousse avec une solution chaude de savon ou de crésolles que nous traitons profondément et radicalement à l'aide de seringues clistères de 200 cm3 munies de grosses canules. Nous avons ainsi soigneusement nettoyé tous les espaces entre les poutres de haut en bas et avons systématiquement détruit des générations de familles de punaises prometteuses. Nous avons également frotté le sol avec une solution savonneuse chaude. Là, dans cette pièce, c'était le calme. Fin février 1942, des deux côtés de la route du village de Subzov, la neige s'étend depuis des mois sur plusieurs mètres, glacée. L'air est clair comme du cristal. Il gèle et la température, la nuit, descend en dessous de -50. Nos postes de garde sont encapuchonnés au point d'être méconnaissables et sont relevés chaque heure, un court laps de temps qui représente déjà une éternité par ce froid mordant. Les larmes viennent involontairement aux yeux des soldats de garde et se transforment aussitôt en glace. Chaque souffle d'air se transforme en croûte de glace devant la bouche dans le couvre-chef. Dans ce village, où se trouve notre compagnie sanitaire avec le train de ravitaillement, nous avons ouvert un hôpital local et plusieurs fermes ont été transformées en locaux pour les blessés et les malades. Par-dessus les multiples enveloppes et le manteau, les sentinelles ont encore enfilé des chemises de camouflage qui recouvrent aussi leurs casques d'acier. Sur les mains, ils ont enfilé 2 paires de chaussettes de la Wehrmacht, dans lesquelles des trous ont été découpés pour le doigt de la détente de la carabine, car il n'y a toujours pas de gants. Le visage est recouvert par le couvre-chef vert, et seuls les yeux restent visibles. Après leur relève, les gardes s'épluchent avec des yeux figés de leurs nombreuses enveloppes. Par ce froid, il n'est possible de se déshabiller complètement que dans le sauna et dans la salle d'épouillage.
Nous ne comptons plus les fois où nous avons été épouillés. Mais au bout de 5 ou 6 jours, les premières petites bêtes reviennent, restent là et se multiplient, représentant un danger mortel, car elles transmettent le typhus, la fièvre tachetée. À la sortie nord du village, notre compagnie a installé une station d'isolement du typhus, où près de 70 cas graves se trouvent. Ces jours-ci, une 3e équipe de soins a été mise en place en l'espace de 14 jours. Les 2 premières équipes ont toutes été contaminées. Les soins sont très difficiles. Dans leur délire fébrile, les malades veulent souvent se jeter hors des chambres dans le froid extérieur. Il faut souvent les attacher sur les lits. Celui qui contracte le typhus à plus de 35 ans est généralement condamné à mort. Chaque jour, 20 Russes travaillent à creuser des fosses pour les défunts, dans un sol dur comme la pierre. Après 12 heures de travail, ils ont creusé 3 trous peu profonds dans la terre. Comment les Russes peuvent-ils supporter ce travail difficile par un froid pareil? C'est une énigme pour nous. Il y a actuellement peu de blessés dans notre secteur du front. La plupart des victimes sont dues à la fièvre ou au froid. Il existe bien un sérum antityphus, mais il est loin d'être disponible en quantité suffisante, malgré le récent institut du sérum créé à Cracovie. Bien sûr, tous les infirmiers des services de soins intensifs sont immunisés à titre préventif avec le sérum, mais ils tombent tout de même malades les uns après les autres. Avec une forte fièvre à 40-41 degrés pendant 4, 6 ou 10 jours, le cœur travaille comme un fou et les malades sont généralement inconscients. Ils ne veulent rien manger pendant les jours de fièvre, mais si on ne leur en donne pas régulièrement de force, ils meurent littéralement de faim. Puis vient le 13e jour. La fièvre tombe rapidement à 37, 36,5. C'est alors que survient la crise. Le cœur lâche, le malade meurt d'insuffisance cardiaque. C'est ce qui arrive à tous les hommes âgés. Les plus jeunes tiennent généralement le coup. Mais alors apparaissent chez eux les séquelles du typhus. Chute des dents, des cheveux, grave malformation cardiaque et perte de mémoire, etc. Combien de soldats doivent être déposés dans un creux de terre peu profond, enveloppés seulement dans leur toile de tente, dirigés par un petit commando funéraire, plus rarement par le curé de la division, qui est parfois lui aussi secoué par la fièvre. Certains malades s'en sortent aussi en recevant du sang d'un malade du typhus déjà guéri. Dans les cas graves, il faut injecter toutes les demi-heures des médicaments pour le cœur et la circulation sanguine parfois sous-cutanée. Dans les cas limites, proches du décès, il est parfois possible d'injecter du digipurate directement dans la région du cœur ou du glucosé à 40% en intraveineux. Des prisonniers russes sont également hospitalisés dans notre service de typhus, mais ils survivent sans problème à la maladie. La plupart d'entre eux ont déjà souffert d'une légère infection par le typhus dans leur jeunesse et ont donc suffisamment de défense dans le sang. Les blessés du front souffrent souvent, en plus de leurs blessures par balle, de graves engelures, du 1er au 3e degré. Au 1er degré, les orteils ou doigts sont fortement rougis avec une peau nue et rouge-bleu. Au 2e, de grosses closses se forment sur les membres gelés. Et au 3e degré apparaît la nécrose. La peau et le tissu musculaire sont déjà noircis par la décomposition, avec des orteils et des pieds complètement morts. Dans ce dernier cas, l'amputation immédiate est nécessaire si l'on veut sauver le malade d'une septicémie. Une fois, cet hiver, un des infirmiers a frotté pendant plus de 2 heures les pieds d'un campagnard qui avait les 2 pieds gelés avec de la neige, et lui a ainsi évité l'amputation, car après ce traitement, la vie avait repris dans les pieds. Certes, la peau était comme en lambeaux, mais elle a pu garder ses pieds. Nous traitons les gelures du 1er et du 2e degré avec des pansements gras en couches épaisses et des bandages qui permettent de marcher. Notre salle de pansement se trouve dans une classe de l'école russe du village, le seul bâtiment de 2 étages ici. Dans 3 grandes pièces se trouvent d'énormes poêles qui sont chauffées jour et nuit au prix de plusieurs granges en bois. Parmi les nombreuses troupes qui passent à Soupsov, un pourcentage important passe chez nous pour se faire panser les mains et les pieds gelés. Nous en gardons beaucoup et les envoyons à l'hôpital de campagne situé à l'arrière. Souvent, nous procédons à l'amputation urgente des doigts et des orteils. Malheureusement, ces engelures peuvent s'accompagner d'infections qui continuent à se propager. De nombreux soldats ont perdu la vie dans ces circonstances. Partout, les vêtements d'hiver manquent toujours. Nous avons bien entendu à la radio
la propagande grandiloquente du don de Goebbels des vêtements d'hiver pour le front. Mais la chose la plus importante n'est pas claironnée sur les ondes, à savoir que le commandement de la guerre allemand ne s'attendait pas à une guerre d'hiver en Russie et n'était pas du tout préparé. Lorsqu'en mars, les vêtements d'hiver chauds arrivent enfin jusqu'au front, des dizaines de milliers de soldats sont déjà morts de froid. Pourtant, je me souviens d'une soirée d'octobre 1941, en pleine période de boue. Nous avions ouvert un centre de collecte de malades à une vingtaine de kilomètres au sud de Smolensk, où un soir, toute une colonne de voitures est arrivée avec des officiers généraux. L'un de ces messieurs avait dit avec condescendance à notre médecin assistant qu'il ne restait que peu de choses à régler. Le commandement suprême de l'armée prévoyait, dans le meilleur des cas, la capitulation complète de la Russie au plus tard fin novembre. Nous voyons en effet le résultat. Nous sommes en 1942 et le sol ne dégèle qu'au printemps. C'est justement avec cette saison que ma vie bascule dans le cauchemar. J'ai perdu tous ceux qui m'étaient chers dans les bombardements de Rostock par la RAF à la fin avril. Elke avait voulu rendre visite à ses parents. La solitude sans moi lui pesait. Pendant 4 nuits, les bombardiers britanniques s'étaient déployés contre la ville résidentielle de Rostock, détruisant 60% du centre-ville. Maintenant, ma femme et mes 2 enfants ne sont plus de ce monde. Je n'ai plus que les souvenirs de nos derniers mois ensemble. Il ne me reste plus que ma mère, effondrée d'avoir perdu ses 2 petits-fils et sa belle-fille. Cette guerre m'a tout pris. Elle peut bien aussi me prendre ma vie. Désormais, plus rien ne me rattache vraiment à ce monde en dehors de ma mère et mon métier. Dans mes cauchemars, j'imagine ma famille sous les bombes, les corps déchiquetés, et je me réveille régulièrement en sueur. Mais l'horreur est aussi présente tout près de moi, dans cet enfer russe. Avec pas moins de 559 blocos et 7 kilomètres de fossés anti-chars, tandis que jusqu'à la moitié des forces du groupe d'armée 100 est concentrée dans la région, les abords de Riev sont transformés en une véritable forteresse. La ligne imprenable du Führer, selon la propagande nazie, qui affirme que la perte de Riev équivaudrait à la perte de la moitié de Berlin. C'est surtout le lieu de longues et épuisantes batailles de position, broyant des centaines de milliers de vies, que nous avons appelé le hachoir à viande de Riev. Pendant l'été et l'automne 1942, la plus grande division de la Wehrmacht, Großdeutschland, qui a compris jusqu'à 18 000 soldats, a compté environ 10 000 morts et blessés en quelques semaines de combat. Dans de nombreux régiments de la 9e armée du colonel-général Model, tous les vétérans qui avaient traversé les campagnes de Pologne et de France, l'offensive de 1941, ont trouvé la mort. Ils sont remplacés par des conscrits d'Europe occidentale non aguerris.